Bonjour, bien, euh, me voici à nouveau pour ce cinquième podcast en lien à voilà, mon témoignage et présentation de l'approche de la médiation humaniste. Voilà, donc celui-ci va être, la thématique de celui-ci va être sur l'apprentissage de la médiation humaniste. Voilà, comment, alors je vais reprendre quelques passages du livre de Jacqueline Moreno, voilà, qui a une certaine clarté et grosse expérience sur le sujet, puis pareil, comme pour les précédents, je poserai mes commentaires et mon regard sur l'expérience. Et voir peut-être un autre petit podcast plus direct, de témoignages plus directs, sans passer par son ouvrage. Voilà. L'idée, c'est pas de les faire trop longs non plus. Alors, vous avez petit aparté. Vous avez ceux qui ont écouté déjà les différents podcasts précédents, vous avez pu voir des sons variables. Donc, voilà, par rapport à mon matériel, je me débrouille et puis j'améliore au fur et à mesure. Et ça sera une amélioration progressive en étant attentif effectivement que ça soit bien audible pour vous, puisque plus j'ai fait le choix des podcasts et non des vidéos pour l'instant, même si ça viendra par la suite possiblement. Voilà, c'était la petite aparté. Précision de contexte. Alors je vais commencer donc par voilà, une lecture. La médiation est une expérience individuelle et collective. Elle se situe dans un groupe composé de médiateurs et de médiants, ce qui suppose l'acceptation d'un partage. Je vous rappelle, médiant, alors dans le cadre des formations, c'est ceux qui se proposaient d'être médiants, donc qui avaient une situation de conflit à traiter. On revient à une forme de rencontre communautaire dans laquelle chacun sera aura son rôle à jouer et sa responsabilité à prendre. En Afrique, le palabre autour de l'arbre implique l'ensemble du village, car la qualité des relations interpersonnelles affecte le groupe et l'harmonie du village. Ainsi, l'apprentissage de la médiation doit reposer sur des fondations communautaires. L'esprit de cet apprentissage repose sur un travail collectif qui commence par un travail sur soi. La rencontre avec les autres, entre guillemets, apprentis, se fait dans le partage d'un chemin d'authenticité. Alors, dans la suite, un passage lié à cette vision, ce lien qu'a fait avec l'esprit communautaire, où chaque individu fait partie de ce collectif et où le collectif respecte aussi chaque individu. Attention, un équilibre aussi à trouver. Ça, il y a aussi, en ce moment, voilà, j'ai été amené à accompagner des collectifs, c'est pas fini. Voilà, il y a des points de vigilance aussi à avoir sur ses envies, ses projets, ses souhaits, ses élans de faire collectif. Hein, voilà, de ne pas perdre de vue que aussi chaque élément du collectif doit, voilà, il a sa responsabilité dans avec quoi il arrive et cette certaine compréhension, lucidité sur lui-même. Je ferai, allez, une petite annonce encore, je ferai un podcast sur le sujet parce que j'ai aussi une expérience. J'ai pu faire le constat de projets avec de très belles intentions et avec des résultats, puisque cette partie du savoir-être, de l'interaction, de la relation était un peu trop négligée. Alors aujourd'hui, ça a bougé, hein. Ça bouge pas mal, puisque voilà, des collectifs professionnels ou autres qui accompagnent des projets de cet ordre-là, type Oasis, Écolieu, etc. Et bien, voilà, mettre l'accent sur voilà, les aspects techniques, écologiques, techniques, habitat, financiers, etc. sont importants voilà, pour construire, élaborer. Mais un des aspects qui est très important aussi, c'est l'aspect relationnel
groupe, de la communauté, du collectif. Et souvent, c'est ce que d'ailleurs évoque un peu plus loin là, Jacqueline Moreno en parlant de l'apprentissage de la médiation humaniste, on n'a pas forcément eu ces apprentissages à l'école. Voilà, au parcours de notre vie, voilà, chacun fait comme il peut, là où il est. Mais bon, souvent ces projets de collectif font rejaillir, ressortir certains manquements, certains manques, et du coup manquements. Alors, je reviens à la lecture. Donc son parallèle, elle le fait par rapport au Moyen-Âge. Alors ça a été un écho très personnel pour moi parce que j'ai toujours été très sensible gamin. C'était un de mes rêves d'ailleurs. Avant de vous en parler, je vous évoque ce qui s'est passé pour moi. J'étais toujours fasciné par les compagnons du devoir. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Et là, elle le met en parallèle alors, sur la période Moyen-Âge. Le Moyen-Âge nous offre un bel exemple d'une forme nouvelle d'apprentissage liée à la création d'une communauté. Les compagnons du devoir, communauté encore active aujourd'hui, née pour répondre aux besoins des grands chantiers de construction des cathédrales. La priorité pour former ces équipes était d'abord donnée à la constitution d'une vie communautaire. La relation humaine était primordiale et représentait le cadre nécessaire à leur apprentissage. Formés à acquérir un savoir spécialisé, ils cherchaient à devenir des hommes accomplis humainement et professionnellement et étaient respectés. En signe de ce chemin parcouru, ils portaient au lobe de l'oreille des anneaux d'or, marque de leur liberté. Construire une cathédrale était hautement symbolique. Son rôle était évidemment religieux, mais aussi politique. En effet, ce lieu offrait la possibilité de rassembler les citoyens pour chercher, partager et promulguer la paix et l'harmonie entre eux. Leur motivation était matérielle et spirituelle. Construire avec leurs mains et avec leurs âmes. Alors elle fait un petit écho aussi à la dimension des cathédrales, ces bâtiments, effectivement, sans être forcément religieux. Moi je sais que c'est des lieux, alors cathédrales ou même des églises certaines, voire des chapelles, surtout des églises anciennes. J'étais plutôt sensible aux romanes, mais effectivement, quand j'habitais à Paris, c'était un des lieux où quand j'avais besoin de calme, de me poser, j'allais. Et j'étais pas le seul, sans avoir forcément à prier. Moi, j'étais plutôt dans un état un peu de silence, on pourrait dire méditation, une forme de contemplation intérieure, mais surtout y trouver un lieu pour me poser dans le silence, pour en lien, en rapport à l'agitation de la ville. Donc elle évoque, par leur silence, les cathédrales sont des médiatrices de l'agitation et de la confusion des hommes. Elles offrent un autre temps, un autre lieu, pour une rencontre de l'ordre de l'intime. Or, cet autre temps et cet autre lieu, l'homme moderne cherche en vain. La médiation pourrait-elle proposer d'y accéder elle aussi ? Voilà son lien. Alors elle évoque, ça va depuis quelques années, là, je le vérifie bien, qu'il y a un certain engouement pour la médiation. Et elle précise bien que ce n'est pas qu'un effet de mode. Oui, donc, voilà, c'est son parallèle à elle, mais intéressant. Cela peut-il être en lien avec l'élan qui a conduit à construire les cathédrales ? Élan pour apprendre à devenir des artisans de paix qui pourront œuvrer comme les compagnons du Moyen-Âge, à construire des espaces d'accueil à tant de chercheurs de vie.
La médiation humaniste se situe dans ce souffle de recréation de l'homme, qui a besoin de renaître chaque jour et auquel la crise offre un terreau de grande richesse. Peut-elle devenir un des grands chantiers de la transmodernité qui cherche à retrouver des fondations de notre capacité d'être, c'est-à-dire de vivre en plénitude dans un effort permanent de paix collective? Face à l'individualisme régnant, la médiation peut-elle offrir une éducation à devenir homme pour apprendre à écrire les savoir-faire, les savoir-être, afin de le partager avec la collectivité? Avons-nous reçu, à travers notre éducation parentale, scolaire, professionnelle, universitaire, les éléments pour répondre à ces questions? Qu'avons-nous fait de notre corps, de notre âme, de l'esprit? Cet esprit est-il identifiable en dehors de la religion? Voilà, c'est des questions. La médiation humaniste offre non pas une réponse, mais un questionnement permanent pour aller toujours plus loin sur le chemin de la vie. Voilà, donc en entendant ça, on peut percevoir le souffle qui l'animait, qui l'anime encore. Plus à discrétion maintenant, parce qu'elle s'est retirée de la formation et l'accompagnement à la médiation directe. Mais effectivement, elle nous interpelle. C'est pas la seule, mais en tout cas, à l'époque où moi je l'ai rencontrée, il y a plus de 20 ans, ça avait fait un bel écho en moi, dans ma propre crise d'existence que je vivais. C'était un peu plus de 30 ans. J'avais déjà entamé un processus de réparation, de remise en ordre de moi-même, de mon histoire, surtout de la perception que je pouvais avoir de moi-même, de la connaissance que j'avais de moi-même, ou la méconnaissance. Et effectivement, cette discipline que j'ai rencontrée à l'époque, après d'autres, et après aussi mes propres accompagnements thérapeutiques ou autres que j'avais pu vivre, dont j'avais bénéficié, pour moi, là, ça a été, pendant ces 7 ans, 8 ans, ça a venu renforcer, je dirais, peaufiner. Et puis, c'est jamais fini. Mais ça a été une étape très importante, en tout cas, de ma vie. Et puis, qui m'a permis après de le déployer dans mes activités professionnelles et surtout aussi dans mon quotidien personnel, au sein de mes relations. Et voilà, ça s'affine au fur et à mesure. D'où, aujourd'hui, ce projet que j'ai appelé le médiateur en soi, à travers cette chaîne YouTube et puis une page Facebook, mais surtout un parcours de entre guillemets de formation, je dirais plutôt un parcours d'apprentissage ou d'intégration, un espace où là des espaces et des temps pourraient être vécus sur des thématiques spécifiques en lien avec cet esprit de médiation. Voilà. Ça, pareil, je vous ferai une présentation dans un petit podcast à propos de ce projet qui a mis un peu de temps à voir le jour, mais là qui est mûr. Ça fait quelques années que je l'ai mis en couveuse. Mais là, ça y est, il est en voie d'accouchement. Voilà. La maïotique. La fameuse maïotique, l'accoucheur. Je vais continuer à lire, je sens là que c'est un peu ça, et puis je témoigne un peu plus en direct sur mon vécu. Donc là, c'est sur le chapitre « La formation des médiateurs ». La pratique de la médiation humaniste nécessite une formation approfondie, sinon elle peut être dangereuse. Il est impossible d'apprendre théoriquement la médiation, il faut la vivre. Alors après, ça c'est son positionnement, dans comment elle envisage. C'est pour ça qu'elle l'avait appelé d'ailleurs la médiation humaniste. Aujourd'hui, beaucoup de
pratiques de médiation existent. Il y en a même qui existaient déjà à l'époque, qui étaient plus en lien par exemple avec la voie anglo-saxonne, qui était pas mal avec la résolution de conflits, qui se nommait résolution de conflits, voire négociation. Mais elle, voilà, elle se positionne, elle se situe à un autre endroit dans sa vision de la médiation et sa propre expérience vécue, et puis son élan profond, quoi. Voilà. Donc bon, voilà, aujourd'hui, ça s'est développé. J'ai rencontré d'autres médiateurs, il y a des formations d'université, le CNAM, etc. Et c'est OK. Voilà, chaque approche a sa place. Heureusement, on a besoin dans notre monde. Et chacune vient compléter, renforcer les unes et les autres. Voilà, après, ça appartient à chacun de s'y retrouver ou pas, plus ou moins. Alors, je reviens sur l'écrit, donc. Pour elle, il est impossible d'apprendre théoriquement la médiation, il faut la vivre. Alors, quelque part aussi, moi, je me reconnais dans cette forme de pédagogie de plus en plus, enfin, depuis pas mal d'années maintenant. Puis, en fait, ça a été beaucoup dans mon apprentissage personnel, de vivre, être en situation vécue, pratique. Voilà, ce qui n'empêchait pas des apports de connaissances théoriques. Mais elle, c'était vraiment pas sa priorité. Il y avait en se vivant, ça donnait sens et ça s'intégrait. Mais vous allez voir un peu la suite, qu'est-ce qui fait qu'elle est à cette position. Alors, ce ne sont pas les techniques, les théories, les cours magistraux qui vont permettre de rencontrer l'autre dans ses profondeurs. C'est en premier lieu une position d'humilité. Humus, la terre. Accepter de se rencontrer soi-même, c'est découvrir un chemin qui a souvent manqué dans notre parcours éducatif. Pour oser rencontrer la souffrance et la violence des autres, il faut d'abord rencontrer la sienne. Le futur médiateur devient son propre terrain d'apprentissage. Il s'agit non pas d'une forme de psychothérapie sauvage, mais d'une rencontre ordinaire, entre parenthèses, dans le sens de maître de l'ordre. Donc une rencontre ordinaire avec l'expérience de la vie. Apprendre à entendre, écouter, regarder, non pas avec l'œil du professionnel, mais avec le langage du cœur. Réunifier ce qui est souvent séparé en nous, dans l'être. Partir de la terre, de nos fondements, permet de reprendre le chemin de la verticalité extérieure et intérieure pour accueillir l'autre. Tel peut se définir l'apprentissage du médiateur. Voyage initiatique au cœur de sa propre vie. Voilà. Donc elle mettait la barre haute. Un terrain d'apprentissage de soi. J'ai coutume de dire souvent, depuis longtemps aussi, quand j'ai été amené à me présenter, voilà, à travers les fonctions dans des cadres professionnels, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, les expériences diverses et variées, mes champs d'intervention, et puis quand j'en viens aussi aux apprentissages, alors oui, j'évoque, là j'ai appris certaines disciplines, entre autres la médiation. Et puis je finis souvent par la grande formatrice, l'école de la vie, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je l'entends de plus en plus, ça ne m'appartenait pas qu'à moi. C'est quelque chose que j'ai pu retrouver chez beaucoup de gens que j'ai pu croiser dans ma vie. Puis la plupart des pédagogies que j'ai rencontrées étaient quand même assez de cet ordre-là, que ce soit à travers des stages ou des formations. Puisque j'avais un attrait fort pour la relation et le savoir-être, vu dans quel état j'étais, et ce qui n'empêchait pas les savoir-faire. Effectivement, j'ai rencontré, que ce soit par exemple l'éducation populaire, la pratique, puis d'autres champs, comme j'avais évoqué, l'intelligence émotionnelle et sociale, voilà, puis des
des approches d'accompagnement, des formes de coaching aussi très centrées sur la personne. Voilà. Ce qui est aujourd'hui, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, voire un peu plus, c'est énormément développé et a toute sa place, est reconnu et qui correspond effectivement à ses besoins, c'est de retrouver des sens de l'humain, le sens de l'humain, voilà. Dimension humaine d'ailleurs apparaît souvent. J'ai été aussi amené à accompagner au projet professionnel pour son parcours de vie professionnelle. Il y a de ça déjà 10 ans avec les ingénieurs Trotagro. Les motivations qui ressortaient, prégnantes et bien partagées. Il y avait le sens de son travail, donner du sens et s'épanouir aussi, pas que dans son travail, c'est ça qui était évoqué. Et la quête de sens était très prononcée. Voilà. Je vais reprendre la lecture. Le point de départ est l'étonnement des médiateurs stagiaires. Ce n'est pas une méthode qui est proposée, mais un cadre est offert pour accueillir un processus permettant de passer d'un chaos initial à un regard sincère sur soi-même. L'objectif n'est pas, entre guillemets, d'apprendre, il s'agit d'intégrer à son vécu l'expérience présente. Durant la formation, on travaille sur de vrais cas de conflits apportés par les participants, ce qui donne aux participants une expérience directe et immédiate de la médiation. Alors après, elle évoque quelques éléments posture, liés à la posture du médiateur. Et puis, elle évoque aussi cette idée de se libérer. Enfin, c'est un travail de libération aussi du mental. Le mental qui classe, catégorise, juge, enferme dans chacun des rôles. Ce qu'on peut appeler aussi cet instrument de l'ego qui juge, catégorise. Alors utile, mais attention quand c'est le jugement, la discrimination est utile, mais quand c'est vis-à-vis des personnes, c'est là que ça se complique. Et on connaît bien ces problématiques un peu partout. Donc elle évoque ça, cette nécessité de se libérer à un certain niveau du mental. C'est aussi lâcher prise de ma supériorité. Moi je sais, pour parvenir à je ne sais pas, rester ouvert. Lâcher prise de l'accumulation des savoirs afin d'accueillir le vide intérieur qui devient réceptacle de ce que les médiums expriment au-delà des mots. Et oui, ça, cet aspect-là, j'ai bien vu, c'était bien défaire les réflexes, cette volonté de vouloir bien faire, de faire. Voilà, ça j'évoquerai ça un peu plus en détail à travers des petits exemples. Donc, voilà, être réceptacle. C'est un travail de polissage, de grande sensibilité, sans se faire évidemment attraper par ce qui se joue pendant la médiation, ce que les médiums expriment. Alors il y avait aussi, là, c'était très important, pointez bien ça, lâcher prise de ma volonté de vouloir gérer, induire, m'immiscer dans l'intimité des médiums. Et oui, parce que c'est après la médiation humaniste, c'est bien créer un espace et un temps pour que cet intime puisse se dire. Et du coup, il faut le préserver. Alors, il y a plein de niveaux d'intimité, effectivement, mais il faut être garant d'une sécurité psychologique, psycho-émotionnelle très fine. Voilà. Mais comme le médiateur ne cherche pas à analyser, à définir, à guider, à gérer, il laisse, c'est là la référence aussi à la maïotique, accoucheur, côté d'accoucher. C'est une posture à prendre par touche, progressivement. Voilà. De toute façon,
Les médians, quand on va un peu loin, peuvent être en capacité de nous remettre à notre place. C'était déjà arrivé dans les situations. Quand lui-même perçoit un jugement, quelque chose de décalé, ben voilà, il le signifie. Je reprends. Devenir simple miroir réceptacle d'un espace intérieur qui reçoit une image et la renvoie telle qu'il l'a reçue. Mais cette image va souvent au-delà de ce que le médium a perçu de lui-même. Elle dépasse le cognitif. Elle se situe en écho avec un vécu des profondeurs, très souvent ignorées des parties elles-mêmes. Vous voyez, on entend bien le niveau d'exigence qu'elle avait. Alors évidemment, ça ne s'accomplissait pas tout le temps. On n'atteignait pas forcément, c'est un écrit, c'est une vision. On n'atteignait pas toujours ces niveaux de profondeur, mais voilà. En tout cas, nous, dans le cadre de la formation, il fallait y aller et elle nous y poussait. Alors, évidemment, c'était accompagné, il y avait souvent un deuxième formateur avec elle, voire trois, qui étaient en co-formation, dans le sens de aussi en apprentissage d'accompagner, d'encadrer ce type de formation. Et puis de toute façon, Jacqueline Moreno avait une confiance profonde aussi dans les êtres humains et dans ceux qui étaient là, qui étaient venus là, volontaires, puisqu'il n'y avait pas d'obligation à venir à ces formations. C'était une démarche volontaire, une forme d'engagement, donc à un certain niveau, un appel. Donc voilà, et des fois, des appels auxquels on peut répondre, on n'imagine pas où est-ce qu'ils nous amènent, mais voilà, il y a peut-être quelque chose en nous de profond qui dit, voilà, il est temps, va te rencontrer à cet endroit. Et puis si c'est trop inconfortable, personne ne nous obligeait à y revenir. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu dans mes premiers temps, mes tout premiers mois de participation à des stages, voilà, je m'étais inscrit à certains et évidemment, je les ai évités, quoi. J'ai eu des petits accidents, des petites choses, voilà, des petits évitements, voilà, des ratés. Oui, c'était une mode de fuite, hein, ce qu'on appelle des actes manqués. Et puis voilà, c'est ok. Et j'ai repris à mon rythme, à chacun son rythme aussi. Puis j'y suis retourné, j'ai regardé ça, j'ai traité cet aspect-là. D'ailleurs, j'ai fait une médiation à ce propos-là, voilà, dans mes inquiétudes. J'étais accompagné juste après, quoi. Puis voilà. Et puis parfois, ça peut durer sur 2-3 semaines, un mois, et puis à nouveau cet appel se fait ressentir, puis on y retourne parce qu'il y a une maturation qui s'opère, il y a une digestion qui se fait, hein, la peur. Elle ne nous tient pas au corps tout le temps quand même, heureusement. Enfin, la peur ou l'inquiétude. Alors là, elle évoque à nouveau l'aspect mental. Hein. C'est en effet en allant au-delà du mental que le médiateur peut capter un ressenti inconnu du médium. Ce ressenti l'ouvrira à une nouvelle rencontre avec lui-même. Pierre fondatrice sur son nouveau chemin de connaissance de lui-même. Voilà, donc c'est une démarche de grande sensibilité, et non de sensiblerie, hein. Sensibilité de grande finesse, de subtilité. Voilà, et ça c'est par la pratique, plus ou moins longue. Alors, chacun comment il s'y rend compte, comment il s'y retrouve. J'ai pu être en compagnonnage, si je peux dire, avec quelques-uns qui comme moi, ont pratiqué pendant des années, dans lesquels après on s'est retrouvés à mener des projets ensemble. Ce qui ne nous a pas empêché aussi de faire des médiations entre médiateurs, voilà, de s'appliquer aussi cette discipline, cette approche, quoi, ce temps, cet outil, si je peux m'exprimer pour faire court, pour faire simple. Donc effectivement, ça nous est arrivé de faire des médiations avec d'autres médiateurs quand on avait nos propres tensions, conflits entre nous. Alors ce qui était, là, comme j'ouvre cette parenthèse, ce qui était intéressant, que je peux vérifier quand même, c'est que quelque part les médiations allaient plus vite. Alors plus vite dans le sens de, on allait plus vite au cœur du sujet, plus en profondeur, parce que les médians, donc là on avait eu en tant que médiateur, on se retrouvait en tant que médian et on traitait nos conflits, même si c'était interpersonnel entre nous.
ou liées au projet. Mais déjà interpersonnel, après le démarrage, après quelques touches de reflets miroirs des médiateurs qui nous accompagnaient, on participait activement quelque part à une automédiation. Et comme on avait conscience de ce qui jouait vraiment dans une médiation, comme j'avais évoqué, je crois, la dernière fois, on est tous acteurs dedans, tous responsables, et quand on est un peu plus conscient, on participe plus consciemment, c'est le cas, je répète le terme, plus consciemment au processus de mise en lumière, de mise en clarté, et surtout en évitant trop les zones d'ombre. On se sentait en confiance, on connaissait l'espace et le temps, on connaissait le processus, donc on était d'autant plus actif. Je reprends la lecture. Alors voilà, donc j'étais sur où elle évoque d'aller au-delà du mental, cette écoute, de capter ce ressenti inconnu du médium, cette grande sensibilité ce sensible qui est chez l'être et qui sait peut-être pas avoir du mal à s'exprimer ou à s'exprimer par des formes de biais. Voilà, donc grande sensibilité. Et donc, on quitte le langage des égos, leur bataille, pour découvrir le langage du cœur, celui qui parle à l'âme. L'écoute devient une relation privilégiée grâce aussi au silence du médiateur, qui laisse ainsi toute sa place au silence du médium, et aux mots qui peuvent surgir. Ça, de l'espace, créer de l'espace pour l'autre, pour chacun. Ça nous manque parfois, il y a des espaces de parole, de silence, parole, silence. Laisser le cheminement intérieur se faire, s'opérer. Il y a changement de territoire, passage de l'extérieur avec toutes les projections de l'ego à l'intérieur, rencontre avec un soi entre guillemets secret qui a si peu pris la parole dans le passé. Alors ça, qu'est-ce que j'ai pu le vérifier pendant mes formations. Alors pour moi-même et puis témoin aussi de ceux qui s'y formaient, enfin qui étaient en apprentissage, qui venaient, même si c'était sur quelques stages. Alors elle évoque l'apprentissage du silence. Et oui, l'apprentissage du silence, elle prépare à donner au médium tout l'espace dont il a besoin et lui permet de commencer à cheminer vers une nouvelle connaissance d'eux-mêmes. Le médiateur a besoin d'intégrer ce nouveau temps. Un médiateur ne peut pas se permettre d'arriver à une médiation dans l'agitation. Sa présence doit être une source d'inspiration pour les médiums et non le miroir de leur propre confusion. Ce que le médiateur est a beaucoup plus d'importance que ce qu'il va dire ou faire. Alors ça, c'est effectivement, même quand on pratiquait dans notre apprentissage de la médiation pénale, oui, alors déjà, une chose qu'elle nous avait fortement indiquée, que je n'ai pas fait tout à fait au début, c'est de ne pas lire le dossier. Parce que donc on était dans le cadre du pénal, donc il y avait un dossier, plaignant, machin, etc., transmis par le juge ou les avocats. Donc l'histoire, quoi. Et elle nous disait surtout ne lisez pas. Et laissez être dans l'instant présent avec les personnes qui sont là, de ce qui va apparaître là, de ce que vous allez accompagner, l'émergence de l'instant présent, du vivant qui est là. Et effectivement, si on commence à lire les histoires, les plaintes, les machins, ça va venir quelque part, j'ose ce terme, polluer notre perception. Polluer, ça peut nous permettre de nous coller des images, des représentations, des idées, et puis les jugements, les préjugés arrivent. Donc se préserver de ça. Et souvent, effectivement, on arrivait, on installait bien la salle, avec un espace plutôt ouvert.
Et puis on se prenait un temps pour chacun, voilà, de silence. On se déposait là, et voilà, c'était important d'arriver en avance pour respecter ce cadre, cette notion d'accueil. C'est comment j'accueille, comment on accueille l'autre, et dans quel état on l'accueille, quoi. Et effectivement, on est quand même... L'idée, c'est de créer un espace et un temps plutôt déjà apaisant, paisible, puisque eux-mêmes arrivent avec leurs inquiétudes et leurs tensions. Parce que, comme j'avais évoqué, venir en médiation et être volontaire pour, même dans le cadre du pénal, alors après, c'était sollicité, fortement suggéré à faire des médiations, mais bon, c'était quand même pas poussé à bout. Enfin, il venait en tant que volontaire, donc il y avait déjà une forme d'engagement qui se faisait, et c'est pas forcément confortable d'aller se confronter à l'autre. Donc nous, on posait effectivement un cadre, je dirais, à travers l'espace qu'on installait, mais c'était aussi l'espace, notre espace intérieur. On s'installait dans notre espace intérieur pour faire transparaître une forme de quiétude qui peut soutenir à l'arrivée des médiums. Je reprends pour finir. Le positionnement juste du médiateur dépasse la préparation de la médiation, qui est le fruit de son évolution permanente, de son travail sur lui-même, une éducation à être, à se réaliser. Voilà. Effectivement, ça a été tout à fait mon vécu. Alors sur ce, je sens que je vais le faire en 2 parties pour pas que ça soit trop long. J'ai fait pas mal de lectures. J'ai aussi laissé un peu déposer ces textes, parce qu'elle pousse loin, je pourrais dire entre guillemets philosophie. Voilà, sa vision de médiation humaniste qui était portée par son expérience et son vécu, fortement. Voilà, je vais faire une pause, et puis voilà, je vais créer un autre podcast où là je vais parler qu'à partir de moi, voilà, en vous proposant, vous témoignant comment ça s'est passé pour moi, comment je l'ai vécu avec mes souvenirs, et ce que ça évidemment ça m'a apporté. Voilà. Je vous remercie de cette écoute, et puis je vous retrouve dans le prochain podcast sur l'aspect d'apprentissage de la médiation humaniste. Je vous dis à bientôt. Merci.